Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans ce webinaire. Nous allons tenter de réinventer le tourisme à l'aide d'éminents agents de voyage, à la fois en incoming et outgoing, qui vont partager avec vous aujourd'hui leur expérience sur des thématiques centrales en ce qui concerne le renouveau de notre métier et que nous allons pouvoir découvrir à tour de rôle, chacun sur sa thématique. Donc ça aura l'air aujourd'hui plutôt d'une Et bien sûr, ce que nous attendons de la part de vous tous, nos chers auditeurs, c'est que vous puissiez intervenir, poser vos questions. On n'attendra pas la toute fin pour y répondre, pour que ça soit le plus dynamique possible. On fera intervenir, on lira vos questions au fur et à mesure quand elles sont en lien avec le sujet abordé. Donc, nous allons commencer déjà tout d'abord par une petite présentation de chacun de nos guest speakers d'aujourd'hui, de nos panélistes. Et donc, je cède la parole à Saïda Mourdad, agente de voyage à Casablanca, pour qu'elle se présente en 2 mots. Bonjour tout le monde, Saïda Mourdad, je suis Managing Director de Exclusive Voyage. On est spécialisé dans le tourisme de luxe, en fait le sur-mesure, sur des marchés de niche. Et voilà, je suis très ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Merci beaucoup Saïda. Je cède la parole à Hala Ben Khaldoun, qui se connecte avec nous aujourd'hui depuis Marrakech. Bonjour à tous, donc je suis Hala Ben Khaldoun, je suis directrice générale d'Intrepid Travel. Nous sommes spécialisés dans le voyage d'aventure en petits groupes à travers le Maroc et nous avons une clientèle majoritairement australienne, américaine et anglaise. Et voilà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup Hala. Donc je cède la parole à Yasmine Ben Salah qui nous vient de Tanger à la base mais qui est basée aujourd'hui à Casablanca. Bonjour à tous, je suis Yasmine Ben Salah, directrice générale de l'agence Reef Planet. Comme Saïda et Hala, on fait du voyage sur mesure à travers tout le Maroc. On est spécialisé donc, voilà, en FIT et on opère principalement sur les marchés germanophones, néerlandophones et un petit bout de francophone. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui, merci beaucoup. Et voilà, on espère pouvoir apporter quelques éléments de réponse pour comment inventer ces nouveaux métiers. Merci Atman. Merci beaucoup Yasmine. Et enfin, Camille Salli, qui est agent de voyage, entre autres, à Casablanca et à qui je cède la parole pour le mot de la fin des présentations. Merci Atman. Donc Camille Salli, General Manager chez Estour. Donc Estour, c'est une entreprise aujourd'hui qui opère donc, dans l'industrie du voyage, du tourisme et de l'événementiel. Donc le terme agent de voyage est un terme assez large. Nous, aujourd'hui, on est spécialisé dans les segments donc, DMC, Destination Management Company, Travel Management Company aussi, et dans la partie Meetings and Events. Voilà. Super. Merci beaucoup, Camille. Et donc, moi, j'aurai l'occasion et l'honneur de modérer ce panel aujourd'hui. Je suis Atman Ibn Razala, agent de voyage à Rabat et vice-président général de la Confédération nationale du tourisme. Alors, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est que notre métier est en constante réinvention, en quelque sorte. Il a connu des modifications profondes, et ce depuis avant le Covid. Notre digitalisation, changement des comportements des consommateurs et des voyageurs, changement dont ils servent également à changer comment ils se renseignent sur une destination ou sur des services. Tout cela a beaucoup changé depuis ne serait-ce que 2015. Donc, en seulement 10 ans, il y a eu des changements profonds. La technologie a joué un rôle majeur dans ces bouleversements. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir et ce que j'aimerais poser comme question pour nos auditeurs, et nous allons commencer avec Saïda, c'est comment, aujourd'hui, l'agence de voyage peut s'adapter à ces nouveaux comportements et au fait qu'aujourd'hui, les voyageurs sont hyper-connectés. Donc, comment un agent de voyage, dans la pratique de ses activités habituelles, peut aujourd'hui faire en sorte de s'adapter à ces nouveaux comportements selon vous? Effectivement, comme tu l'as bien cité, Atman, aujourd'hui, notre métier est en pleine mutation. Donc, tout le monde est le digital qui est omniprésent et les voyageurs sont hyper connectés.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout se trouve à portée de clic. D'accord? Donc, en fait, autant qu'agent de voyage, on pourrait, dans ce contexte-là, on pourrait croire que le rôle de l'agent de voyage pourrait éventuellement perdre sa valeur. Mais en réalité, en fait, c'est l'inverse, car en fait, il prend une nouvelle dimension. Et donc, plus que jamais, les voyageurs recherchent du sens, de l'émotion, du conseil, de la personnalisation, de l'authenticité. Et ça, aucune plateforme en ligne ne peut vraiment le leur offrir. Donc aujourd'hui, on explora ensemble l'expérience client, d'accord? Et parce que en fait, autant qu'agent de voyage, vendre un vol ou une nuit d'hôtel ne suffit plus. Le voyageur, comme j'ai dit, en fait, ils veulent vivre quelque chose en fait d'unique, de vrai, de mémorable. Et nous, autant qu'agent de voyage, il faut qu'on ait en fait la capacité, ou on va dire, éventuellement, on peut devenir des vendeurs de rêves ou des créateurs d'expériences. Okay? Donc, au Maroc, on a de la chance. En fait, on a une chance inouïe avec la diversité géographique et culturelle incroyable, la richesse humaine, artisanale qu'on a enfin sur notre territoire. Aussi l'expérience culinaire qui est exceptionnelle et qui est reconnue mondialement. Donc, tout ça, en fait, ne s'invente pas. D'accord? Donc, il faudra enfin penser, il faudra penser autrement. Il faudra intégrer des touches qui sont émotionnelles dans chaque étape de voyage. Et quand je dis chaque étape de voyage, ça va de la collecte, de la prise de contact avec le client, de la collecte de l'information, de cerner ses attentes dans notre proposition et aussi dans l'accompagnement pour rendre en fait son expérience unique. D'accord? Donc, on peut éventuellement penser pour ce faire, pour pouvoir le réussir, il faut penser à créer un lien avec les acteurs locaux. On parle des artisans, ça peut être des chefs cuisiniers, ça peut être éventuellement des photographes, ça peut être certaines familles dans des régions assez lointaines, comme l'expérience en fait berbère. Et bien évidemment, il faudra, à mon sens, penser à utiliser la technologie, enfin ce qui se présente aujourd'hui, pour fluidifier tout ça, éventuellement à travers un CRM ou de l'automatisation, etc. Donc aujourd'hui, proposer, je donnerai éventuellement un exemple concret, proposer une expérience sur Marrakech, une virée en sidecars avec un dîner privé dans une casbah, éventuellement considérant en fait une séance de shooting photo avec un photographe berbère. Donc c'est dans ce sens que je vois éventuellement une adaptation de l'agent de voyage dans ce contexte digital actuel. Très bien. Eh bien, je vous remercie pour ces éclaircissements. Donc, moi, je retiens que l'agent de voyage en 2025, c'est un créateur d'expérience, c'est un vendeur de rêves. Il doit jouer sur l'émotion plus que sur tout à fait.
Et donc, vous avez évoqué un certain nombre d'expériences, d'activités qui sont souvent hors des sentiers battus, qui sont éco-responsables, qui sont durables. Donc, moi, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que déjà aujourd'hui, on voit un impact de la durabilité sur le plan commercial? C'est-à-dire que oui, le développement durable, c'est important. Préserver une destination, c'est important lorsqu'on a envie de la gérer sur le long terme. L'écotourisme intéresse de plus en plus une certaine catégorie de clients. Est-ce que déjà aujourd'hui, une agence de voyage peut ressentir l'impact d'être certifiée en développement durable, donc avoir une certification de tourisme durable ou non? Donc, je m'adresse à Yasmine. Je sais que vous faites beaucoup de circuits d'écotourisme. Est-ce que, selon toi, on commence déjà à ressentir l'impact sur le plan commercial? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est seulement un engagement ou est-ce qu'il y a une réelle nécessité d'afficher patte blanche en termes de durabilité pour pouvoir continuer à faire du business? Alors, c'est tout à fait vrai, Atman. En 2022, il y a eu une statistique qui était sortie que 80% des voyageurs font de plus attention, en fait, et sont de plus en plus conscients de l'impact qu'ils peuvent avoir en voyageant. Soit impact environnemental, sociétal, etc., social. Et donc, en fait, avoir une certification n'est pas juste indique vraiment un gage de confiance et un gage de transparence surtout, parce que ce n'est plus juste du marketing ou du greenwashing. Et ça, les consommateurs en sont de plus en plus conscients et friands. Et voilà, à plusieurs reprises, même personnellement au niveau de notre agence, on a beaucoup de voyageurs qui vont nous demander sur... vous savez, la durabilité englobe pas juste l'écologie, mais on parle aussi d'impact sur la société. Donc, on parle aussi d'éthique. Donc, les voyageurs sont de plus en plus conscients aussi des différences sociales qu'on peut avoir, par exemple, entre le Maroc et l'Europe. Vont aussi demander, voilà, le chauffeur qui va les accompagner toute la semaine, vont se poser des questions sur sa manière de vivre. Est-ce qu'il est bien payé? Est-ce qu'il est bien rémunéré? Est-ce qu'il est déclaré? Donc, en fait, aujourd'hui, on fait face encore à certaines instabilités au niveau, par exemple, de l'emploi au Maroc, où on a quand même beaucoup de travailleurs dans le tourisme qui sont journaliers, ou qui sont en freelance, ou qui ne font pas partie d'une structure. Et tout ça, aujourd'hui, c'est important en tant qu'agent de voyage, de proposer, ou en tout cas de... Allô? Oui, tu es toujours avec nous. Il y a juste un micro qui a été coupé. Perdu, j'entendais rien. Non, on a juste évité la pollution sonore, mais on t'écoute toujours. Donc, j'estime qu'en tant qu'agent de voyage, c'est vraiment notre responsabilité un maximum d'offrir les meilleures conditions possibles, que ce soit déjà au sein de notre propre entreprise, que ce soit au sein de nos différents partenaires, de bien faire attention à tout ce qui est préservation de l'environnement, maltraitance de l'animal, protection de l'enfance. Donc, en fait, là, le gage de durabilité prend plusieurs concepts qui, en fait, sont importants. Et en termes, en tout cas, de chiffres, c'est vraiment ça devient de plus en plus un argument de vente non négligeable, parce qu'en plus, les clients sont prêts à dépenser aussi plus quand ils ont vraiment une certitude que l'agent délivre vraiment les paroles. Très bien, merci beaucoup. Merci pour cet éclaircissement sur ce sujet. En effet, il me semble que au-delà de l'engagement des clients individuels et particuliers, c'est surtout des tours opérateurs ou encore des agences partenaires qui ont des exigences en termes de certification dans leur politique voyage et qui de plus en plus ne vont pouvoir travailler qu'avec d'autres acteurs du tourisme qui sont certifiés en tourisme durable. Nous avons une question de Si Mohamed Sti, que je remercie de nous avoir rejoints, qui nous dit: la technologie, oui,
Et certainement, cependant, qu'en est-il véritablement au niveau des RH et de la formation des collaborateurs pour être en phase avec le contexte? Donc, je vous remercie, Si Mohamed Sti, pour cette question. En effet, moi, ça me permet de rebondir là-dessus. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à identifier les talents, à les recruter et à les former pour qu'ils puissent savoir utiliser ces outils? Mais ça, à la limite, c'est pas le plus compliqué. La difficulté dans nos métiers, c'est savoir allier maîtrise de ces outils avec tout le storytelling, toute l'émotion qu'on doit mettre au centre de notre démarche commerciale. Donc, je m'adresse à Hela pour ce sujet. Comment est-ce que vous faites au niveau d'Intrépide pour recruter des talents qui vont savoir lier à la fois cette maîtrise des outils avec une compréhension un peu de ces émotions, de cette expérience qu'on doit savoir vendre? Alors, Hela, vous êtes toujours sur mute, hein. Ah, pardon. Merci beaucoup, Asman. Alors moi, je dirais que chez nous et chez Intrépide, et de façon générale, le plus important déjà pour pouvoir attirer les talents, euh, il faut avoir une stratégie et une vision claire euh, qu'on peut partager justement avec les talents. Il faut avoir soi-même, en tant qu'entreprise, une stratégie, une vision et savoir où on va afin de pouvoir attirer des talents qui sont alignés avec les valeurs, la vision, l'objectif de l'entreprise dans le futur à long terme. Donc ça, déjà, pour moi, c'est la première étape, c'est de pouvoir offrir ce cadre-là sécuritaire, transparent, une vision qui permet d'attirer donc ces jeunes talents. Par ailleurs, pour moi, le plus important, c'est que on ne recrute pas en fonction d'un skill set particulier. On est dans un métier justement qui évolue énormément. On doit faire face à des défis, que ce soit en termes de durabilité, en termes de développement technologique, on doit s'adapter aussi aux contraintes locales, au tissu économique local, au réseau de fournisseurs. Donc pour moi, le plus important en fait dans notre métier et le plus important lorsqu'on est agent de voyage, c'est de pouvoir avoir attiré des gens qui sont flexibles, adaptables. Donc pour moi, la flexibilité et l'adaptabilité, c'est l'un des principaux critères lorsque on cherche à recruter. Ça veut dire que pendant un entretien d'embauche, par exemple, faudra aller au-delà des capacités techniques ou bien des compétences techniques et aller plutôt sur les soft skills, le savoir-être, l'adaptabilité et challenger plus ou moins les candidats par rapport à ces exigences que nécessite donc notre métier d'agent de voyage. Merci beaucoup, Hela. En effet, l'adaptabilité est absolument nécessaire. Alors, ça m'amène à me poser une question. Donc, on a parlé de beaucoup de choses, la nécessité de commencer à considérer les certifications durables pour commencer à travailler avec certains clients qui l'exigent, l'importance de mettre l'émotion et le rêve au centre de notre storytelling, de notre discours, de notre narratif lorsqu'on veut vendre une destination. Le recrutement est absolument nécessaire aussi. Mais alors, une fois qu'on a recruté les bons talents et qu'on a envie de faire en sorte que la gestion des opérations soit fluide et soit efficiente, comment est-ce qu'on s'y prend? Parce qu'on est quand même dans un métier qui gère principalement de l'humain. Il y a énormément d'imprévus. Comment est-ce qu'on fait pour atteindre un certain niveau de qualité? Comment est-ce qu'on fait pour continuer à viser l'excellence opérationnelle? Je m'adresse à Camille, notamment. Selon vous, comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'en tant qu'agent de voyage, on puisse avoir un certain niveau de rigueur dans la gestion des opérations et un certain niveau de qualité pour, bien sûr, la finalité qui est la satisfaction de nos clients? Très bien, merci pour cette question, Atman. Effectivement, moi, je pense que je vais axer ma réponse à ta question autour d'un vecteur qui est, à mon avis, extrêmement puissant pour justement nous permettre, en tant que manager, mais aussi au sein des équipes, d'opérer et de donc manager notre agence de voyage, qui est la technologie. Comme j'ai dit, la technologie est un vecteur extrêmement puissant qui nous permet notamment, par exemple, de centraliser de l'information.
Aujourd'hui, si on est amené à travailler, comme on dirait, à la mano, eh ben, l'information serait assez scattered au niveau des différentes activités, des différents chefs de projet, des différents départements, qui soient support ou opérationnels, ce qui peut créer un certain nombre de bottlenecks dans la continuité plutôt des activités. On peut aujourd'hui penser à des softwares type ERP ou CRM qui peuvent aujourd'hui nous permettre de consolider l'information et d'avoir accès in no time et en temps réel à de l'information, que ce soit des données clients, des données fournisseurs, des données en ce qui concerne une opération en particulier, un dossier, le voyage d'un client, ce qui, sans ces outils-là, ne serait pas une mince affaire. Après, la technologie, pour moi, c'est un vecteur. Et implémenter de la technologie pour implémenter de la technologie, est-ce qu'il y a un intérêt? Je n'en suis pas certain. Néanmoins, il faut le faire avec des objectifs en tête. Ces objectifs, comme on l'a dit, peuvent être d'avoir un overview plus précis et ce qui nous permettrait de piloter de manière plus fine l'activité, savoir éventuellement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, mettre en place des KPIs et pouvoir les monitors au fil du temps pour connaître peut-être la performance d'un segment au sein de notre agence de voyage, d'un marché, de connaître un peu du retour sur investissement. Je sais qu'en tant qu'agence de voyage et particulièrement DMC, on est nombreux à investir un paquet d'argent dans la promotion du Maroc et de nos activités, que ce soit à travers des représentants ou la participation à des salons qui coûtent un paquet d'argent. Et il est extrêmement important pour nous de pouvoir un peu monitorer le retour de ces investissements. Et aujourd'hui, le retour de ces investissements, pour moi, il est extrêmement complexe à monitorer de manière fine et régulière sans l'utilisation d'outils technologiques qui nous permettent justement de consolider l'information. Après, la technologie et cette consolidation d'information aussi, je pense, est claire sur la prise de décision. Aujourd'hui, sans avoir accès à de la donnée, et d'ailleurs, la donnée aujourd'hui, bon, elle peut être accessible à travers des systèmes d'information avancés, mais elle peut être accessible aussi avec du tracking et du monitoring sur Excel à petite échelle. Pour moi, ce n'est pas un modèle qui est viable lorsqu'on cherche à se développer et à grande échelle, mais ça peut être un très bon proxy dans un premier temps pour pouvoir justement avoir accès à de l'information et prendre des décisions qui soient éclairées. Parce qu'aujourd'hui, prendre des décisions sans avoir derrière le rationnel data qui conforte dans la décision, c'est un peu, pour moi, jeter une bouteille à la mer. Et voilà, et on connaît un peu aujourd'hui l'impact que peuvent avoir des décisions parfois minimes sur l'activité. Et donc voilà, le faire sans avoir la donnée derrière, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie managériale. Après, il y a la partie, bien entendu, productivité notamment. Productivité, aujourd'hui, le Maroc, Dieu merci, se porte très bien. On voit qu'au fur et à mesure des années, on espère que ça continuera. Le nombre de touristes qui visitent le Maroc est en constante augmentation. Donc, on sera tous amenés, je l'espère, à avoir plus de business. Donc, il faut pouvoir cope avec ce volume de business. Aujourd'hui, le temps dans une journée n'est pas extendable à l'infini et le recrutement, effectivement, est possible. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte où le recrutement devient de plus en plus compliqué. Donc, il faut trouver un moyen de gagner du temps. Un moyen de gagner du temps, c'est aussi de pouvoir automatiser des tâches. Et aujourd'hui, la technologie est un vecteur extrêmement puissant pour l'automatisation de tâches que je vais appeler à faible valeur ajoutée. Bien sûr, pour moi, très sincèrement… Vous pouvez nous donner des exemples d'automatisation de ces tâches ou d'outils, justement, des exemples d'outils. Je vais déjà parler de tâches qui peuvent être automatisées que j'estime ont une valeur ajoutée très limitée. Et je ne parle absolument pas de la partie relation client qui, j'estime, doit garder nécessairement un côté humain. Sinon, je pense que les tour opérateurs n'auraient pas besoin de passer par des DMC. Mais néanmoins, il y a toute la partie administrative, la partie génération de vouchers,
la partie demande de disponibilité aux fournisseurs, la partie confirmation de réservation avec des emails, de génération d'emails automatiques, l'envoi de documents de voyage, des relances de paiement. Donc, tout ce volet administratif, pour moi, c'est un volet qui, en partie, défocus nos équipes, principalement sales et opérationnelles, de leur objectif qui est de vendre et de s'assurer que le client a la meilleure expérience possible. Et donc, aujourd'hui, on a tout intérêt justement à automatiser ces tâches et se concentrer sur la partie où réellement on peut avoir une valeur ajoutée, qui est la créativité, la génération d'offres, etc. Et néanmoins, sur ces activités-là qui sont à forte valeur ajoutée, la technologie peut être très utile pour, je ne sais pas, faire du filtrage d'hôtels par catégorie sur une certaine destination avec un certain prix maximum. Je donne des exemples un peu bateaux comme ça, mais réellement, la technologie, je pense que peut aider là-dessus, mais le côté humain reste quand même très, très important. Dernièrement, si j'ai encore une petite minute, il y a la partie distribution. Aujourd'hui, la technologie peut énormément nous aider sur la partie distribution, dans le sens où sur des demandes que je vais appeler demandes simples de la part de nos clients, où la valeur ajoutée d'un travel designer, qui ont des noms différents selon les entités, est limitée. Éventuellement, aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent d'avoir un catalogue de produits qui peut être packagé automatiquement à travers une plateforme par le client. Et donc ça, dans un premier temps, ça évite de prendre la bande passante de nos travel designers pour des demandes qui sont entre guillemets simples, et évite aussi les temps d'attente qui peuvent être plus ou moins longs, et les va-et-vient entre le client et le travel designer qui peuvent être aussi plus ou moins longs, et qui puissent lui permettre, lui, de revenir vers son client de manière quasi instantanée avec une offre tarifaire. Très bien. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'en effet, en mettant la technologie et certains outils de gestion au cœur de nos process opérationnels, on peut gagner en efficacité, on peut gagner en productivité. Du coup, moi, ça m'amène à me poser deux questions. La première, j'aimerais la poser à Yasmine, parce qu'on a parlé de développement durable. On a dit que ça devenait de plus en plus essentiel, en fait, pour pouvoir continuer à travailler avec une certaine catégorie de clientèle. Mais on sait que offrir une expérience éco-responsable ou une expérience durable au sens plus large du terme, pas seulement écologique, c'est peut-être plus facile en Suisse ou au Danemark qu'au Maroc. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on reste dans le contexte national et que tu nous dises en quoi ça peut être plus compliqué de proposer des circuits durables dans notre beau pays. Tu es sur mute. Est-ce que c'est bon? Oui. Alors, merci Adman pour la question. Effectivement, c'est vrai qu'au Maroc, on fait face à certains défis, notamment toujours dans le même process de durabilité. Le premier défi, je pense, ce serait vraiment le manque d'infrastructures adaptées. Par exemple, on a quasi inexistante une gestion des déchets. Et c'est vraiment un défi majeur, je pense, au Maroc aujourd'hui. Le tri sélectif, par exemple, il est très peu répandu. Les infrastructures de recyclage sont très limitées. Et du coup, ça complique un peu la mise en place de pratiques durables, comme par exemple la réduction des plastiques. Il y a quelques années, on a eu une campagne de Zéro Mica. Et bah, malheureusement, celle-ci n'existe plus. Et aujourd'hui, voilà, quand on sort un peu des routes et des grandes villes et on se retourne un peu dans la campagne marocaine, malheureusement, c'est des champs et des champs de plastique. Voilà, donc c'est vrai que même visuellement, c'est une pollution visuelle aussi. Les voyageurs sortent de superbes villes magnifiques où tout est propre, où tout est bien carré, et se retrouvent un petit peu hors sentier battu. Et en fait, voilà, on est vite confronté en fait à cette réalité que malheureusement aujourd'hui on a ce manque d'infrastructures adaptées, en tout cas pour cette gestion des déchets. Je pense que le deuxième défi très important serait aussi le coût perçu
des pratiques durables. Donc, en fait, je pense que dans la conception aujourd'hui des gens, c'est que devenir plus sustainable, ça coûte forcément plus cher. Alors, c'est vrai que les solutions durables, ça peut sembler coûteux à court terme. Exemple tout bête, hein, j'essaie vraiment à chaque fois de le retrouver pour que ça puisse être compréhensible. L'achat d'une ampoule LED va coûter beaucoup plus cher que l'achat d'une ampoule non LED. Et donc, du coup, ça peut, à premier abord, on va se dire « Ah, mais mince, c'est tout un investissement ». Alors qu'au final, on va gagner beaucoup plus sur nos factures à venir, etc. Donc, en fait, si on prend ce petit process ou ce petit exemple tout basique, on peut vraiment l'échelonner sur plusieurs exemples. Donc, voilà, c'est vrai que ce qui serait intéressant comme solution, comme on a parlé, je pense que c'est Saïda qui en avait parlé aussi dans l'expérience, puisqu'aujourd'hui, l'agent de voyage vend une expérience. Et donc, je pense que c'est vraiment important aussi d'inclure les populations locales un maximum, les communautés, mettre en avant les randonnées avec des guides locaux qui vont être certifiés, visite d'ateliers d'artisanat. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au Maroc, on a de plus en plus de coopératives, d'associations, de femmes notamment, où c'est vrai que ça nous donne quand même, sur toute la partie sociale du gros chapitre de la durabilité, on a quand même des opportunités à mettre un Maroc en avant. Comme j'ai dit au début, la durabilité, ce n'est pas juste l'écologie. C'est vraiment, on parle d'un concept beaucoup plus global. Et donc, c'est vrai que oui, on a certains challenges au niveau environnemental, mais par contre, au niveau social, je pense qu'on a vraiment une opportunité et de développer voilà, plutôt plusieurs partenariats, activités, collaborations, qu'on peut nous-mêmes à terme, en tant qu'agence de voyage, à notre petite échelle, déjà mettre en place. Très bien. Donc, je te remercie pour cet input. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas forcément évident. Ça peut même être parfois plus coûteux, mais que c'est plus rentable. Donc, on a à y gagner. Si je dois rebondir à nouveau sur l'un des éléments que nous a présenté Camille, si je comprends bien, en utilisant des outils de gestion, en utilisant la technologie, on peut gagner en productivité. On peut gagner en productivité, on peut grandir. Donc, c'est vraiment la façon c'est le chemin que doit emprunter une agence de voyage lorsqu'elle veut commencer à acquérir une certaine taille critique. Mais du coup, la technologie nous le permet, mais pour cela, il va falloir des humains pour gérer cette technologie. Donc moi, ce que j'aimerais poser comme question à Hala, c'est, on a dit que voilà, trouver ces talents, c'était pas forcément évident, il fallait qu'ils soient adaptables, mais comment est-ce qu'on recrute? Je sais que l'écrasante majorité des agences de voyage qui composent le tissu marocain sont des TPE. On parle de 5 à 7 employés pour l'écrasante majorité d'entre elles. Comment est-ce qu'une agence qui souhaite se développer, qui souhaite grandir, qui souhaite passer à l'étape d'après, peut passer de 5 employés, un plan de développement qui peut faire peur à beaucoup d'entre nous, beaucoup de nos confrères et consoeurs? Comment est-ce qu'on s'y prend quand on veut profiter de cette technologie qui est aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir augmenter nos effectifs et pour pouvoir nous adresser à plus de clients? Le micro. Pardon, voilà. Donc, merci Asman pour cette question. Effectivement, c'est une question très intéressante. Donc, comment on recrute? Comment on recrute? La première des choses, c'est qu'il faut être visible. Il faut être visible, il faut être présent, il faut être présent. Donc, il faut avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux, sur les réseaux professionnels, sur les réseaux LinkedIn. Parce que c'est là où c'est là où les nouveaux talents, c'est là où les jeunes talents sont là. Ils sont présents sur cette plateforme-là, donc il faut s'assurer d'être visible sur cette plateforme.
il faut aussi ne pas négliger les justement collaborations avec les écoles, les partenariats avec les écoles, avec les universités. Ça, ce sont des choses qui sont très importantes, que ce soit en termes, par exemple, justement une personne qui a une toute petite entreprise ou qui a 7 collaborateurs. Quelque chose qui pourrait entamer, c'est par exemple intervenir au sein des écoles, au sein des réseaux d'éducation afin de gagner en visibilité, afin que son entreprise gagne en visibilité et afin de pouvoir vraiment discuter et présenter sa vision des choses, sa vision de l'entreprise, sa vision stratégique, les valeurs qui régissent l'entreprise et que ça puisse attirer les jeunes talents. Maintenant, moi, je vais te dire, pour moi, l'un des points les plus importants au niveau du recrutement, c'est le process en lui-même. Le process en lui-même, c'est vraiment le premier contact avec ou pas le potentiel candidat. Donc, sur le process de recrutement, il faut être impeccable. Et il faut que les équipes des ressources humaines ou les personnes qui gèrent ce process-là doit être nickel, comme on dit, ou que ce soit que le client ou que le candidat soit retenu ou pas. Parce que ça, c'est une expérience qui marque et qui forge aussi la réputation de l'entreprise. Donc, que ce soit répondre aux candidats qui ont fait l'effort de postuler pour leur dire que leur candidature n'a pas été retenue ou pour pouvoir leur expliquer pourquoi ils n'ont pas été retenus ou pourquoi ils ne sont pas passés à une deuxième phase ou tout simplement de pouvoir être précis, leur donner assez de temps, être bien organisé dans l'organisation de leur process d'interview, dès le départ leur expliquer ce qui les attend, quelles sont les différentes étapes. Ça, ce sont des étapes clés parce que ce sont des choses qui restent et qui marquent les candidats. Et ça, c'est sur ce point-là que la digitalisation peut énormément aider. On peut justement mettre en place des outils digitaux qui permettent d'avoir une expérience de recrutement qui est fluide et flexible et que ça puisse être, parce que bien sûr c'est time consuming, bien sûr que ça demande beaucoup d'efforts, bien sûr que dans le cadre d'une petite entreprise, c'est quelque chose qui est des fois qui est lourd, donc c'est là où on peut utiliser la technologie pour pouvoir accélérer un certain nombre de ces process. Donc il y a cela, il y a ce premier point, mais il y a aussi l'expérience de ce qu'on appelle le onboarding ou bien l'intégration. Donc lorsqu'un collaborateur rejoint l'entreprise, comment est-ce qu'il est accueilli, quel est son programme de formation, comment est-ce qu'on justement on partage toutes ces informations-là, créer un petit pack. Ça peut être bien sûr, ça peut être quelque chose qui est fabriqué à petite échelle ou à grande échelle, mais un petit welcoming pack qui permet de montrer aux collaborateurs où est-ce qu'il peut trouver les informations importantes, quelles sont les différentes ressources auxquelles il a accès, quelles sont les choses, quelle est la vision de l'entreprise, là où on va, l'objectif, c'est très important. Et puis pouvoir bien évidemment, lui préparer un plan d'intégration avec le reste de ses équipes. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toute la question, mais en tout cas pour moi, deux points importants: être présent sur les plateformes professionnelles digitales, être aussi très présent sur le réseau et le tissu universitaire, académique pour pouvoir accroître sa visibilité. Et puis assurer au niveau de l'expérience de recrutement du client. Et j'ai pas parlé d'un point qui est très important, qui est peut-être pas forcément accessible aux toutes petites entreprises, mais si on a vraiment l'ambition de grandir, il faut que se challenger par rapport aux normes et à la manière de gestion des RH. Donc, il faut se challenger par rapport aux normes qu'on s'applique en tant qu'entreprise. Et il y a des certifications, justement, comme on en a parlé dans le développement durable et dans la durabilité, il y a aussi des certifications au niveau des ressources humaines. Il y a des certifications type Great Place to Work qui permettent, alors peut-être rien que le processus de travailler pour avoir le certification permet de se challenger et de voir quels sont les sujets qui, en tant qu'entreprise, qui sont accessibles ou qui sont apportés et sur lesquels on peut avancer en termes de gestion des ressources humaines pour s'assurer d'offrir un environnement de travail qui est attractif pour ces jeunes talents et ces jeunes collaborateurs.
Très bien. Je te remercie pour cette intervention. Ta langue a fourché à un moment où tu voulais dire recrutement des collaborateurs et tu as dit recrutement des clients. Ça me fait penser justement à ce qu'on appelle aujourd'hui la symétrie des intentions, où on considère que le collaborateur est notre premier client. Enfin, pas forcément notre premier, mais qu'il est tout aussi important à satisfaire que nos clients. Donc, nous avons deux clients au sein d'une entreprise, ceux auxquels nous cherchons à vendre nos produits et ceux grâce auxquels nous vendons ces produits. Bien sûr. L'utilisation du mot produit me permet de rebondir sur le product management, les produits touristiques que nous concevons, que nous vendons. Donc, nous avons fait un tour général, nous avons une vue d'ensemble de ce à quoi peut ressembler une agence de voyage moderne, entre la durabilité, entre la technologie et la formalisation des process de gestion, le recrutement et la fidélisation des talents, comment avoir une gestion du recrutement et ensuite de l'intégration de ces ressources qui soit la plus rigoureuse et moderne possible. Mais du coup, tout ça, ça doit nous permettre de délivrer des produits toujours innovants, toujours plus créatifs. Et donc, je voulais demander à Saïda ce qu'elle en pensait et ce qu'elle pouvait nous dire à ce sujet. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut innover et rester dans l'air du temps et rester compétitif, et pas seulement à l'intérieur du royaume, mais compétitif vis-à-vis de nos destinations concurrentes. Comment on peut rester compétitif en réinventant nos produits? Comment les créer déjà? Comment est-ce qu'on conçoit ces produits touristiques? Et comment est-ce qu'on les réinvente constamment pour les distribuer efficacement? Alors là, c'est vraiment une excellente question. Elle est très pertinente. Là, ça touche en fait au product management. Certes, en fait, le product management, c'est un levier qui est stratégique, malgré qu'il soit sous-estimé en fait dans le tourisme. Un product manager, enfin, c'est un terme qu'on entend plus souvent dans la tech. Et le rôle d'un product manager, c'est quelqu'un qui observe le marché. D'accord. C'est quelqu'un qui comprend les besoins des utilisateurs et c'est quelqu'un qui conçoit des produits qui évoluent en fonction des retours ou des feedbacks des clients. Si on considère éventuellement exactement cette même logique, ça peut parfaitement s'appliquer à notre domaine. Et donc, un product manager dans le tourisme, il peut analyser les attentes des voyageurs. Il peut aussi adapter son offre ou créer des offres qui sont adéquates, d'accord, en fonction, bien évidemment, de son profil. Et par la suite, il peut améliorer en ajustant et en ayant un retour de ces clients-là. Donc, l'idée ici, c'est rester vraiment à l'écoute, pousser même, en fait, l'écoute et à innover, à ne jamais, on va dire, se reposer sur des offres qui sont, comment dirais-je, figées. D'accord. Et autrement dit, en fait, là, on parle de design, on parle de conception. En fait, c'est l'art de concevoir, c'est tester, ajuster, faire évoluer des offres et qui font sens à nos clients. Là, c'est on va dire, c'est une démarche qui reste assez vivante et créative. Le Maroc, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans un contexte marocain, en fait, on a tous les atouts pour pouvoir réussir cette mutation et vraiment à exploiter à fond ces atouts-là. On pourra éventuellement penser à des régions riches, mais parfois peu exploitées. Et bien évidemment, enfin,
tissu local, certes en fait passionné, mais peu digitalisé. Donc, mais encore trop souvent, les offres, comme j'ai dit, en fait, sont figées. On est plus sur ce que j'appellerais du copier-coller, malheureusement, où la logique, en fait, de création n'est pas là. Donc, aujourd'hui, si on veut s'adapter à cette tendance, on va dire, un agent marocain devra ou peut devenir un chef de produit donc de son territoire en identifiant, comme j'ai dit tout à l'heure, donc les insights du client, enfin, ou faire un profiling, ce qu'on appelle un profiling. Qui est mon client? Que cherche-t-il? Quelles sont ses attentes? Ensuite, on pourra co-créer avec des acteurs locaux, comme je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, comme Yasmine aussi l'a mentionné, avec des guides, des architectes, des chefs cuisiniers, etc. Prototyper l'offre. Il faut prototyper l'offre en offrant éventuellement des circuits à thème. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses à offrir en fait au Maroc. Ne serait-ce que, par exemple, un package là qu'on a offert aussi, enfin, au sein de notre agence, de l'art contemporain au Maroc, un circuit culinaire, un circuit golfique, donc qui allie la partie culture. Et à ce moment-là, en fait, le golf, ce n'est qu'une added value. Et malgré que le golfeur vient, par exemple, pour découvrir, enfin, pour jouer au golf, mais il découvre le pays en même temps. Et bien évidemment, on est là pour tester, ajuster à partir des retours et des performances, enfin des retours de clients et donc des performances. Tout ça pour dire, enfin, voilà, il faut être axé client. À titre d'exemple, je pourrais éventuellement donner, par exemple, une idée de package à Essaouira, dans l'arrière-pays d'Essaouira, autour de la céramique, de la musique gnawa, du bien-être et la cuisine berbère. Donc réinventer en fait notre métier d'agent de voyage, ce n'est pas juste une nécessité, c'est une formidable opportunité. Et donc pour remettre l'humain au cœur de notre métier et puis pour réconcilier émotion et technologie. Donc aujourd'hui, enfin, on est capable de faire enfin du Maroc un laboratoire vivant de nouvelles générations. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. J'ai beaucoup aimé la notion d'écoute, en fait. Finalement, il faut qu'on transforme nos clients. Nos clients sont nos premiers product managers, quelque part. Absolument, absolument. On saura comment s'adapter, comment se réinventer en termes de nouveaux produits touristiques. Merci beaucoup, merci pour ces idées. Et ton mot de la fin me pousse aussi à me demander, parce que tu parlais de mêler technologie et émotion, mais tout en laissant l'humain au centre de nos attentions. Et du coup, je voulais demander à Camille, comment est-ce qu'on arrive à embarquer ces équipes dans une transformation digitale? On peut s'attendre à ce qu'il y ait un peu de résistance, ou peut-être même beaucoup par moment. Comment est-ce qu'on fait en sorte de se réinventer avec des humains qui font déjà partie de nos organisations depuis un certain temps, qui étaient habitués à une façon de travailler? Comment est-ce qu'on les embarque vers l'agence de voyage de demain? Écoute, très bien. Enfin, comme je l'ai dit lors de ma première intervention, implémenter de la technologie pour implémenter de la technologie, je ne vois pas trop l'utilité. Et aujourd'hui, même si on est amené à implémenter de la technologie pour qu'elle ne soit pas ou mal utilisée par les collaborateurs qui composent l'entreprise, c'est un peu comme avoir une Ferrari et la conduire comme une petite voiture, pour ne pas citer de marque. Donc voilà. Donc, ce qui est très important, c'est dans un projet de changement de process, qu'il y ait un volet technologique ou pas, c'est clairement de mobiliser et d'impliquer les équipes.
la vision a beau venir du manager, il est très important d'impliquer aussi les collaborateurs dans la co-construction de cette vision et aussi faire en sorte que l'identification des problèmes vienne de leur part. Si en tant que manager aujourd'hui, nous on est amené à dire bah, c'est ça le problème et voilà la solution, ils ne se sentent pas, les collaborateurs ne se sentent pas partie intégrante du projet et ça peut créer encore plus de résistance au changement, en plus de celle qui est inhérente à tout changement d'un point de vue humain. Donc, d'un point de vue humain, je dirais que le fait est qu'aujourd'hui, tout changement est perçu comme une sorte de contrainte ou d'une obligation extérieure. Et donc, c'est pour ça que j'estime qu'il est extrêmement important, voire crucial, d'impliquer pleinement les équipes dans ce changement et dès l'inception, je dirais, du changement. Ne pas attendre d'avoir pris la décision. Par exemple, dans le choix d'une solution technologique au lieu d'une autre, on peut impliquer des collaborateurs. Dans la partie testing, on peut impliquer les collaborateurs. On peut organiser des sessions de brainstorming pour identifier les pain points et essayer de faire en sorte que les solutions viennent d'eux. Moi, aujourd'hui, chez Stour, je vais donner un exemple. J'ai été ravi de voir que certains collaborateurs qui viennent demander l'aide de la technologie aujourd'hui pour pouvoir faciliter leur travail au quotidien et pour pouvoir nous aider à nous développer et à aussi faire face à la demande qui est accrue. Donc, je pense que la bonne approche est cette dernière et il est crucial d'éviter aussi d'imposer des choses aux équipes sans pouvoir un peu expliciter l'objectif et l'intérêt aussi d'un changement. Voilà. Aussi, ce qui est très important, c'est donc d'accompagner le changement avec pédagogie, de prendre en compte aussi le contexte interne. Hala a parlé tout à l'heure d'adaptabilité et de flexibilité des collaborateurs. Aujourd'hui, effectivement, je partage cet avis qui est très important de recruter des collaborateurs avec ces soft skills-là. Mais aujourd'hui, éventuellement, quand tu atterris dans un environnement, tu dois aussi prendre en compte le contexte existant. Les âges, les skills, etc. Et donc, il est extrêmement important aussi d'adapter un peu la conduite du changement à l'audience que tu as en interne. Parce que c'est une audience qui est jeune, qui a grandi dans les technologies depuis leur plus jeune âge, dont le smartphone est l'extension de leurs mains, ou tu as des populations un peu plus expérimentées, un peu plus âgées, dont l'utilisation de la technologie n'est pas autant un automatisme que les autres. Et donc, prendre en compte ces spécificités est extrêmement important dans l'approche aussi qu'on met en place pour le changement. Aussi, un autre axe de réflexion, c'est aussi la partie de mener par l'exemple. Et l'exemple, pas de nous en tant que manager éventuellement, mais de certains collaborateurs. Il y a aujourd'hui un concept qui existe, le concept de champion ou d'ambassadeur interne, où on pourrait être amené à former en privilégiant une personne qu'on estime pouvoir être plus réceptive à ces changements-là et à l'aise avec l'utilisation de ces nouvelles technologies pour montrer l'intérêt à ses collègues et par la suite les former en interne. Et personnellement, et par expérience, je trouve que cette approche-là est aussi beaucoup plus pertinente qu'une approche basée sur la formation externe, même si elle est très importante et très utile, mais elle doit être couplée, il me semble, par de la formation continue, notamment à travers l'utilisation de Champion. Très bien, merci beaucoup. C'est particulièrement intéressant de réaliser qu'en fait, il n'y a pas de façon linéaire et rigide de répondre à cette question, mais qu'en fait, lorsqu'on parle de collaborateurs adaptables que nous recherchons, l'adaptabilité commence déjà par le directeur de l'agence qui se doit de réaliser qu'on ne peut pas se comporter de la même façon avec l'ensemble des collaborateurs, dépendamment de leur background, de leur culture, de leur âge, de leur aisance avec la technologie, etc. Merci beaucoup Camille pour cette intervention. Et donc pour rester sur un fil continu par rapport à ce sujet, nous avons vu comment
recruter efficacement et comment intégrer des nouvelles recrues dans une organisation en donnant le là, en quelque sorte, pour augmenter le niveau de prestige, en quelque sorte, mais aussi la satisfaction que ces collaborateurs ont de travailler au sein de cette organisation. Donc ça, c'était très clair. On a vu ensuite comment gérer un peu les résistances qu'il peut y avoir et amener les collaborateurs existants vers une transition, notamment digitale de nos agences de voyage. Maintenant, pour parler de l'après, encore une fois, la troisième étape, on va dire, c'est comment fidéliser ces talents. Beaucoup de nos confrères se plaignent un peu du turnover, se plaignent un peu de certaines pratiques, pas toujours éthiques d'un point de vue recrutement, qui poussent les confrères à recruter au sein de les uns des autres, quoi. Mais c'est aussi la rareté des talents qui veut ça. Donc, comment fidéliser au mieux nos talents? Comment fidéliser au mieux ce capital humain de façon à ce qu'il puisse rester épanoui au sein de nos agences de voyage et qu'il puisse continuer à y trouver son compte? Et donc, je m'adresse à Hella pour ça. Je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Donc, Hella, selon toi, quelles sont les Oui. meilleures pratiques pour fidéliser les talents au sein d'une agence de voyage? Oui, alors pour moi, c'est vrai, bon, tu as parlé de certaines pratiques, de certaines, certaines agences qui se plaignent des fois avec des collaborateurs qui partent d'une agence à l'autre. Alors pour moi, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose qui va arriver et qui peut arriver, mais quand ça arrive, ce n'est pas... faut prendre une vision ou bien il faut être autocritique parce que pour moi, si un collaborateur part, bien sûr, il y a forcément des fois des raisons qui peuvent le pousser à partir, mais si c'est un collaborateur qu'on voulait garder et un collaborateur en lequel on avait investi en tant qu'entreprise pour garder, ben ça veut dire qu'il faut qu'on revoie notre copie et qu'on essaie de comprendre pourquoi ce collaborateur-là a décidé de quitter ou de partir. La meilleure manière pour moi de fidéliser les collaborateurs, et Camille en a parlé, les collaborateurs doivent être doivent se sentir impliqués, doivent se sentir moteurs de la vision de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, on parle beaucoup de empowerment, mais l'empowerment, c'est pas vraiment de la délégation, je dirais l'empowerment, c'est vraiment pouvoir que les collaborateurs soient vraiment maîtres de leurs décisions et qu'ils puissent gérer leur propre projet. Parce que il faut savoir qu'un collaborateur a toujours besoin de se développer, d'aller de l'avant, de sentir qu'il évolue, que ce soit dans sa carrière ou bien qu'il évolue en tant que personne et en tant qu'être humain. Donc pour moi, la meilleure manière de fidéliser, c'est de les responsabiliser, c'est de s'assurer de les impliquer dans toutes les décisions de l'entreprise. C'est aussi, vous savez, moi je vais en parler par exemple parce que je trouve que c'est incroyable, mais chez Intrépide, on a l'ambition qu'à terme, l'ensemble des collaborateurs soient aussi shareholders de l'entreprise, qu'ils puissent avoir des parts dans l'entreprise. Et ça, c'est une vision que je trouve magnifique, que je trouve exceptionnelle, parce que les collaborateurs qui travaillent au niveau d'une boîte doivent se sentir mais vraiment impliqués. Ils doivent sentir qu'ils travaillent pour une boîte qui pourrait éventuellement même leur appartenir ou bien avoir un pourcentage dedans. Donc, c'est vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on peut garder et impliquer ses collaborateurs. Alors, il faut aussi, pour pouvoir savoir où on en est, il va falloir quand même, comme on demande la satisfaction de nos clients, comme on a très souvent des métriques pour pouvoir évaluer la satisfaction client en faisant du Net Promoter Score, mais il faut faire la même chose pour nos employés. Pour pouvoir réviser sa copie, il faut savoir où on en est. Donc, il faut le suivre. Donc, il faut jauger la satisfaction, essayer de comprendre quels sont les points d'amélioration. Par exemple, nous, on fait ça avec un questionnaire annuel, mais c'est quelque chose qui peut se faire même à petite échelle. Avoir une petite boîte à suggestions, on a ça par exemple au niveau de l'entreprise, une boîte qui est anonyme de suggestions, avoir des programmes de learning et de développement, donner la possibilité aux collaborateurs de pouvoir évoluer entre différents
département. Et puis surtout, et organiser par exemple des learning festivals. On fait ça de temps en temps aussi également. Donc des learning festivals où pendant une semaine, donc il y a un certain nombre de podcasts qui sont partagés, avoir un learning platform où les collaborateurs peuvent échanger les best practices, impliquer les collaborateurs dans la formation des autres collaborateurs. On fait des semaines de formation où ceux qui sont, par exemple, un peu plus avancés sur les Excel skills peuvent train les autres. Ceux qui font un peu plus de customer service font l'inverse. Quand c'est la basse saison, on a aussi l'opportunité de faire passer les collaborateurs d'un département à l'autre pour qu'ils puissent avoir une immersion. Donc c'est l'ensemble, c'est pouvoir sentir qu'on est dans un environnement dynamique, que le développement du collaborateur est mis en avant, que qu'on demande sa satisfaction et qu'on essaye de s'améliorer sur les points qui nous sont remontés et qu'on est en constante amélioration parce qu'au final, nous, ce qu'on voit en tant que DMC ou en tant qu'agence réceptive ou agence de voyage, c'est du service. Et donc, tu le disais tout à l'heure, Atman, mais nos collaborateurs, c'est nos premiers clients et il faut qu'on puisse développer tous les outils qu'on fait pour jauger la satisfaction de nos clients envers nos collaborateurs. Donc voilà, pour moi, ce sont ces éléments-là qui permettent de retenir les collaborateurs, c'est de pouvoir assurer que leur bien-être et leur engagement est au centre des priorités de l'entreprise. Merci beaucoup, Hella. C'était particulièrement inspirant. Et donc, ça me conduit à me poser la question des 3 P dans la sustainability. Donc, c'est People, Planet, Profit. Donc là, on a beaucoup parlé de people, donc les humains qui sont centraux dans nos organisations et surtout dans notre métier où nous gérons à la fois les humains avec lesquels nous travaillons et les humains que nous servons. Et donc la planète, on en a déjà parlé. Yasmine, tu nous as parlé un peu de l'importance des circuits éco-responsables et de l'écologie en règle générale pour pouvoir être une destination compétitive et attractive. Mais je voulais te poser la question du 3e P dans la sustainability, le profit. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut être une agence de voyage qui génère plus de revenus grâce au développement durable? Alors, donc comme on a vu précédemment, donc développer la durabilité dans ses process a une profitabilité qu'on va voir sur du moyen terme, long terme. Maintenant, là où, encore une fois, être durable en tant qu'agent de voyage permet aussi d'attirer une population qui va être plus consciente, et aussi plus willing to spend more. Et donc, du coup, on ne parle plus du tout aux petits budgets, on ne parle plus du tout aux voyageurs de masse. On va de plus en plus se tourner vers des clients de niche qui veulent vraiment du programme personnalisé dans du boutique hôtel ou dans des hébergements de charme, mais vraiment intimes, qui restent dans toute cette charte où en fait c'est quoi le mot? J'ai perdu le mot. Qui s'inscrivent. Qui s'inscrivent, voilà. Qui s'inscrivent dans cette charte justement de Better for the people, better for the planet. Et donc, en fait, ces nouveaux profils ont un average spend qui est beaucoup plus élevé. Et donc, du coup, in fine, on vend peut-être moins de voyages, mais on vend des voyages beaucoup plus qualitatifs qui n'impactent absolument pas du tout le chiffre d'affaires négativement, bien au contraire. Et ça devient un cercle vertueux où, tu sais, voilà, en tout cas, nous, personnellement, à l'agence, on a beaucoup de clients qui sont une fidélisation des clients qui reviennent pour un 2e, pour un 3e voyage. On a aussi beaucoup le word of mouth, donc le bouche à oreille, parce qu'en fait, on s'inscrit, en tout cas, on essaye de s'inscrire un maximum dans une éthique de voyage, dans une éthique de travail, que ce soit avec nos employés, nos prestataires, en tout cas dans la mesure du possible, hein, comme j'ai dit
comme j'ai dit au début, tout petit step compte et en fait, il faut pas penser à la montagne, il faut vraiment penser un pas après l'autre. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui ça devient de plus en plus indispensable à ce que, notre secteur, se conformise, aux normes internationales, de durabilité, de sustainability. Comme l'a dit, Hala, que ce soit pour travailler avec certains partenaires où on commence à ne plus avoir le choix, où nous, en tant qu'acteurs marocains, on doit, comply et je pense que voilà, c'est un cercle vertueux. Ça ne peut être que bon pour notre environnement, pour la planète et pour continuer à pouvoir utiliser des ressources, qui sont aujourd'hui notre gagne-pain. C'est vraiment le cœur de notre métier, ça va être toutes les ressources, mais que ce soit les ressources, locales, que ce soit les paysages, les paysages que vous avez envie de les faire visiter. On a eu un énorme problème de surtourisme, dans les dunes de Merzouga où il y a eu un non, où les déchets étaient juste enfouis sous le sable et il y a quelques années, du jour au lendemain, tous les campements, ont dû être rasés. Donc quand tu as des clients qui arrivent en plein mois d'avril, c'était compliqué à gérer. Donc voilà, donc nous, en tant qu'agents de voyage, je pense que c'est notre responsabilité vraiment, de s'assurer, qu'on ait le minimum d'impact possible négatif sur notre, destination pour pouvoir continuer à l'utiliser le plus longtemps possible, et pouvoir, avoir une situation pérenne. Merci beaucoup, Yasmine. Alors, je vais céder la parole à Saïda qui va nous parler d'un sujet qui est absolument sur toutes les lèvres en ce moment. Dans les derniers salons de tourisme auxquels j'ai pu assister, ce mot-là revenait dans absolument tous les panels. Il s'agit bien évidemment de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'intelligence artificielle dans tout ça? On a parlé des outils de gestion, on a parlé de la digitalisation, on a parlé d'un certain nombre d'éléments de technologie, mais on n'a pas encore parlé d'IA. Comment est-ce qu'on utilise l'IA aujourd'hui alors non pas pour gérer son agence, parce que ça, Camille nous en a parlé, mais du coup pour s'adresser, pour convaincre, pour faciliter la réservation, pour informer, en somme, pour mieux vendre à nos clients. La technologie, enfin, et en particulier l'IA, bien évidemment, en fait, l'intelligence artificielle peut nous aider à réinventer notre rôle donc d'agent de voyage. Comme précédemment, enfin, a été souligné, on attend de nous le conseil ultra personnalisé ou l'ultra personnalisation. On attend de nous de la réactivité, des expériences qui marquent et une vraie valeur ajoutée humaine. Donc, pour cela, il faut qu'on change nos méthodes de travail. Et donc, il faudrait, comme je l'ai dit précédemment, adopter une logique de product manager. Et donc, l'IA nous aide effectivement à mieux connaître nos clients, analyser des données, détecter donc des préférences, segmenter éventuellement des profils, créer plus rapidement, dans le cas de la réactivité, et efficacement, parce que on peut rédiger donc des propositions sur mesure. On peut aussi générer des contenus et des descriptifs qui sont inspirants. L'IA aussi peut nous aider à tester, ajuster, donc pour adapter donc nos offres et pour travailler intelligemment, automatiser aussi, donc l'automatisation, ce qui peut l'être, enfin genre des emails, des relances, du follow-up, on va dire tout ce qui nous prend du temps aujourd'hui et pour garder finalement ce qui ne peut pas être délégué. Donc le côté, on va dire, émotionnel, créatif et humain.
Comme technique, on va dire, ou bien comme technologie aujourd'hui, on a le chat GPT que tout le monde a utilisé au moins une fois. Et donc, le chat GPT peut nous aider à créer même des devis, des descriptions de voyages. Le chat GPT peut nous aider le chat GPT peut nous aider à économiser en fait un temps précieux. D'accord? On a aussi quelques tools, qu'on peut éventuellement utiliser, comme aujourd'hui, on le voit aussi de plus en plus, ce qu'on appelle les chatbots, donc qui peut intervenir surtout au niveau de l'assistance, parce que là, avec le chatbot, c'est comme si en fait on a un agent virtuel disponible H24. Après, en fait, on a le CRM. Le CRM, c'est aussi une technologie donc, qui peut éventuellement transformer notre métier. Et on peut éventuellement, donc, à travers le CRM, on peut envoyer des emails personnalisés automatiquement et donc améliorer la fidélisation. Il faudra aussi donc penser à l'analyse des données de clients, donc pour pouvoir comprendre ce que veulent les voyageurs et éventuellement anticiper leurs attentes. Et là, en l'occurrence, il y a aussi des tools comme le GA4. Donc, c'est un tool qui reste quand même assez intéressant. J'ai regardé un peu, on va dire, ce qui se pratique à l'international, et donc il y a des acteurs qui sont très puissants comme Expedia, qui utilisent éventuellement donc l'IA pour pouvoir recommander des séjours adaptés donc aux préférences de leurs utilisateurs. Il y a Airbnb aussi, donc qui utilise de la data pour proposer des expériences locales adaptées en temps réel. Donc en fait, par là, on va dire que réinventer notre métier, ce n'est pas abandonner ce que nous savons faire, mais plutôt c'est évoluer avec notre temps, en fait, avec notre ère, pour mieux valoriser notre savoir-faire. Et donc, l'expérience client nous pousse à vraiment créer un lien, du sens, de l'émotion. Et l'IA nous donne les moyens d'aller plus vite, bien évidemment, plus loin, sans perdre l'essence humaine. Donc, toutes ces technologies, à mon avis, donc, ont en commun ce qu'on appelle alors non, ils sont plutôt là pour ne pas remplacer l'humain, mais plutôt pour, on va dire, pour le renforcer. Parce que l'humain, bien évidemment, reste le garant de l'émotion, la qualité et puis l'authenticité. On teste, on conçoit, on ajuste des offres. On est des créateurs d'expériences. Et donc, pour réussir cette transformation, j'invite tous les agents de voyage, DMC ou tous les acteurs en fait du domaine, donc à commencer petit, tester des outils comme chatbot, comme expliqué avant, l'intelligence artificielle, le CRM, écouter les clients pour collecter de la data et leur feedback. Donc, seront nos meilleurs alliés forcément, pour réussir ensemble.
Et donc, l'avenir de notre métier n'est pas, moi j'insisterai là-dessus, l'avenir de notre métier n'est pas du tout menacé car il est en pleine renaissance. Donc, voilà. On a perdu Atman. Qui veut prendre le relais? Oups. Ah, il nous entend. Il faut le réintégrer au studio, je pense. Il revient. Ah, c'est bon. Pour cela, je suis intégré au studio à nouveau. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Donc, je disais, c'est donc un peu, Saïda, donc tu faisais un peu allusion à la destruction créatrice, ce renouveau que nous sommes en train de vivre maintenant, et surtout source de plein de nouvelles opportunités qu'il va falloir saisir. Comme disait Si Mohamed Siti, il faut prendre ce train qui est en marche. Et donc, je vous remercie pour toutes ces interventions. Nous avons eu quelques interventions de la part de nos chers auditeurs. Donc, Si Mohamed Siti qui nous dit échange instructif, il ne reste plus qu'à lancer le chantier et permettre une harmonisation des processus pour passer des idées aux actes. Il nous dit aussi qu'il y a un travail de fond et de forme au niveau des associations et fédérations pour espérer obtenir le résultat escompté. Nous avons les acclamations et félicitations de notre cher président Hamid Ben Taher, Afaf Shiham, qui est une DMC basée à Casablanca et membre du MTM, qui nous dit bravo pour la qualité des interventions. Elle est également membre du CRT de Casablanca. Monsieur Asdin Sqalli, donc fondateur de Estour et du MTM, qui nous dit qu'il est heureux d'avoir assisté à l'émergence de cette nouvelle génération d'agents de voyage ô combien compétents et combien visionnaires. Donc, il rajoute qu'aux associations fédérations, les intégrer donc nous intégrer, je pense qu'il parle de nous, donc intégrer cette chose dans leur structure pour profiter de nos visions. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous pour vos messages encourageants et chaleureux. Moi, il y aurait quand même, avant de lancer avant d'ouvrir les questions-réponses, j'aimerais quand même revenir sur un point qui a été cité par un certain nombre d'entre nous. Nous avons à plusieurs reprises parlé de niche lorsqu'on parle d'expérience ou lorsqu'on parle de développement durable. Moi, j'aimerais quand même vous interpeller, tous les quatre, sur comment est-ce qu'on peut élargir en fait le spectre de ce que nous venons de dire, non pas à du tourisme de masse, parce que le terme renferme un peu tout et n'importe quoi, mais comment faire des chiffres, comment faire de la performance commerciale, comment faire des volumes, comment développer l'industrie au sens industriel du terme, donc l'industrie du tourisme marocain, tout en gardant ces best practices et tout en gardant ces choses qui sont essentielles au centre de nos priorités. Donc moi, le challenge que j'ai envie de vous lancer là tout de suite, c'est comment rester durable, comment garder l'émotion au centre de nos priorités, comment conserver la symétrie des attentions entre nos collaborateurs et nos clients, mais tout en affichant des performances commerciales qui nous permettent de rivaliser avec des destinations concurrentes, notamment dans le pourtour méditerranéen. C'est la question à $1 million, ça, Atman. C'est l'ouverture. Rêvons. Alors, moi, je peux commencer sur ce sujet, Atman, parce que je rejoins Yasmine et ce qu'elle a dit auparavant. Ce qui peut paraître comme un investissement lourd au début, que ce soit en termes de ressources humaines, de durabilité, de technologie, en fait, ce sont tous ces éléments-là combinés qui vont nous permettre, bien évidemment, de driver l'aspect commercial et le profit. Parce que ces éléments-là qui paraissent un peu lourds au début sont le moteur de développement futur. Donc, ce n'est même plus une question, ce n'est même plus un choix, c'est une nécessité. Si on veut rester compétitif,
si on veut rester compétitif en termes de pricing, si on veut rester compétitif en termes de produits, si on veut rester compétitif en termes de recrutement, d'attraction et puis justement, comme on disait, retenir nos talents, et ben, ce sont des choses qu'il faut implémenter. Et même en tant que destination, le Maroc, le seul moyen pour le Maroc de pouvoir rester justement en compétition avec d'autres, c'est de pouvoir avancer sur ces sujets-là qui sont des sujets qui sont vraiment, pour un peu rejoindre le sujet du séminaire, le meilleur moyen de réinventer le métier d'agent de voyage de demain. Donc pour moi, ce n'est pas une question, c'est une nécessité et au contraire, c'est un investissement qui drivera le profit futur. Merci beaucoup, Hala. Merci, je te remercie de donner un peu plus d'importance à ça en parlant de nécessité et non pas de questionnement. Mais écoutez, moi, je vous remercie à toutes et à tous pour ces interventions qui ont été particulièrement enrichissantes. Je vais faire quand même un petit récapitulatif des moments forts. Hein. Moi, j'ai noté que nous sommes des créateurs d'expériences, des vendeurs de rêves et que nous devons jouer sur l'émotion. Les certifications durables deviennent nécessaires aujourd'hui pour continuer de nous adresser à une certaine catégorie de clients, notamment corporate. Nos clients sont nos meilleurs product managers. Il faut prendre en compte la diversité de profils dans les équipes pour piloter une gestion des ressources humaines dynamique et adaptable. Il faut gérer la satisfaction collaborateur comme on gère la satisfaction client, en allant même jusqu'à une note de l'employeur qui peut évoluer avec le temps. Je note également la best practice évoquée par Hala de faire former les collaborateurs par d'autres collaborateurs. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites. Et je vous en remercie. Je nous laisse peut-être quelques minutes de plus pour laisser d'éventuelles questions qui surviendraient. Donc, j'invite nos auditeurs à poser leurs questions suite à tout ce qui a été dit. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Il y a suffisamment de nouvelles idées qui ont été échangées pour en faire toute une liste de recommandations pour l'avenir de notre métier et de notre secteur. Donc merci à toutes et à tous. Je remercie encore une fois chaleureusement nos auditeurs qui nous ont suivis pendant ce webinaire et je vous recommande de rester connectés à la chaîne de la CNT et notamment de la CNT Academy pour rester informés des prochains webinaires qui sont programmés. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à vous. Merci à tous. Merci, au revoir.